Paul Melun, en gros, je surveille les gens, c'est anonyme, et puis je vois que telle personne va voir telle adresse URL, tel site internet, proche des djihadistes, de façon récurrente et répétée. C'est inquiétant. Je demande donc, moi l'État, je demande à une commission spécialisée si on peut lever l'anonymat sur cette personne. Si j'ai l'accord de la commission spécialisée, je sais qui est la personne qui passe sa vie sur les sites djihadistes, par exemple. C'est ça l'idée de la nouvelle loi qui n'est pas encore votée, qui est simplement en préparation. Est-ce que c'est choquant ? Alors, une fois n'est pas coutume, je suis assez d'accord avec Maître Mécari. Je ne pense pas que c'est en mettant 66 millions de Français sur écoute qu'on va résoudre quoi que ce soit. Je pense qu'il y a un procédé un peu fallacieux dans la méthode Darmanin qui est d'opposer quelque part la surveillance de masse, qui est la solution à tous nos maux, et ceux qui seraient hostiles à cela seraient finalement complaisants avec le terrorisme, etc. Et puis de toute façon, l'argument qui consiste à dire que les GAFA le font est pour moi un mauvais argument, surtout moi qui suis souverainiste et qui serait pour qu'il y ait des GAFA européennes. Donc si vous voulez, rien ne me va sur cette affaire. C'est pour ça qu'il est habile et qu'il nous sort le Bon Coin. Eh ben il est très malin. Il est malin. Les GAFA, il n'y a pas que les GAFA, il y a le Bon Coin. Bien sûr. Mais il a de bons conseillers aux communications, M. Darmanin. Mais si vous voulez, en fait, il esquive une question qui pour moi est beaucoup plus importante sur la traque de la cybercriminalité, qui est la question des moyens. Je me suis un peu renseigné avant le plateau. J'ai vu qu'il y avait 56 gendarmes et 130 policiers qui étaient chargés de la cybercriminalité. Ça inclut aussi les images pédopornographiques, ça inclut absolument tout. Eh bien, franchement, j'ai l'impression que c'est un peu vider la mer Méditerranée avec une petite cuillère en bois, si vous me passez l'expression. Et je considère que si on mettait plus de moyens, qu'on crée une office dédiée, qu'on mettait vraiment le paquet sur la traque des terroristes islamistes, qui sont évidemment sur les réseaux sociaux aussi, sur Facebook, etc., on pourrait avancer. Mais là, ça me paraît vraiment pas la solution. Vous êtes totalement à côté de la plaque. Franchement, dire aujourd'hui, sincèrement, dire aujourd'hui, on peut traquer le terrorisme sans les algorithmes, c'est absurde. Mais vraiment, je vous trouve l'un et l'autre, je trouve que vous manquez singulièrement de réalisme. Écoutez le commissaire David Lebars, secrétaire général du syndicat des commissaires de police. Écoutez-le rapidement, vous allez voir. On va prendre le dernier auteur d'attentat qui a assassiné Stéphanie. On sait aujourd'hui, avec les déclarations du procureur antiterroriste, qu'il avait une activité fortement engagé sur le plan religieux et djihadiste sur des différents réseaux sociaux. Et si ces algorithmes étaient en place, peut-être, il faut être prudent, parce qu'on ne va pas non plus faire croire qu'on va être derrière tout le monde, mais peut-être que ces algorithmes auraient permis de capter cet individu et de se rendre compte qu'il s'était radicalisé. Il est fallacieux dans son analyse ou dans sa présentation des faits. Là où s'est exprimé... Qui, le commissaire ? Oui, le commissaire. Là où s'est exprimé cet assassin de Stéphanie, c'est sur des messageries privées auxquelles on n'a pas accès et auxquelles la loi ne va... Non, c'est les messageries comme Instagram, pas Instagram, WhatsApp, Telegram, WhatsApp, etc. Auxquelles nous n'avons pas accès et auxquelles le projet de loi ne remédie pas parce que ce sont des messageries privées. Là, il s'agit de traquer dans le projet de loi les URL, c'est-à-dire les adresses des sites internet où éventuellement on se rend. Ce n'est pas ce qu'a fait cet homme qui a assassiné Stéphanie. Donc voilà, il faut parler, faut être sérieux quand même. En plus de ça, repérer ce que faisait cet homme sur les réseaux sociaux, c'est quand même compliqué parce qu'il y a eu des captures d'écran qui ont été faites et les enquêteurs ça sont remontés. Et il y avait certaines choses qu'il faisait qui n'étaient pas forcément d'ailleurs criminelles, mais qui auraient donné un indice, qui donnaient une piste. Des groupes, par exemple, des groupes Facebook d'incitation, etc. Mais c'était très borderline, très ambigu. Il retweetait régulièrement le CCIF, il retweetait Jean-Luc Mélenchon sur des positions qui expliquaient que la France était islamophobe en bloc et que la France était anti-musulmane. Donc en fait, la réponse, et c'est là qu'il y a un problème avec Gérald Darmanin, la réponse, elle est idéologique. Il faut combattre les idéologies qui se propagent dans les quartiers, le communautarisme, les idéologies islamo-gauchistes qui sont un peu à l'arrière-cour de tout ça. Mais par contre, vous ne pouvez pas mettre sur écoute tout le monde. L'idée que nos services de renseignement disposent de moyens modernes, que sont les algorithmes pour essayer de déceler des gens qui ont une activité anormale avec des sites anormaux, inappropriés, comme on dit. Voilà, ça ne les condamne pas. C'est simplement des gens qui vont visiter, après tout, un journaliste peut très bien aller visiter le site internet de Daesh. Simplement, grâce à une commission, on lève l'anonymat, on regarde quel est le profil du gars, etc. Et puis voilà, c'est tout. Enfin, moi, ça me semble fondamental en 2021 que nos flics, que nos agents de renseignement puissent accéder à des données modernes de type algorithmique. Je ne vous dis pas le contraire, Éric Brunet. Par contre, je vous dis juste que ce n'est pas suffisant. C'est très loin d'être suffisant. On n'arrivera pas à résoudre le problème du terrorisme simplement en mettant sur écoute les terroristes et en allant chercher les sites. Attendez, au secours, Sacha Houlié. Il est député LaREM de la Vienne.
membre de la commission des lois. J'espère qu'il sera à mes côtés dans ce débat. J'ai l'impression que je suis tout seul à penser qu'utiliser ces moyens modernes que sont les algorithmes, ça va plutôt dans le bon sens. Bonjour à vous. Bonjour. Quelle est la lecture que vous faites, vous, de cette évolution législative qui est en train de se profiler, hein? En réalité, on utilise déjà des algorithmes et on utilise déjà certains moyens de renseignement, sauf que ces moyens de renseignement, ils doivent être normalement très restreints et ils ne doivent pas toucher les données de communication. Et là, il y a une extension des moyens de renseignement aux URL, donc c'est-à-dire à l'adresse que vous rentrez, qui est en haut dans la barre de votre ordinateur, et on dit, si vous allez en telle URL, telle adresse, eh ben, vous serez susceptible d'être surveillé par les services de renseignement. Donc si vous allez sur un site qui est identifié comme islamiste, qui est identifié comme faisant la propagande de Daesh ou de tous les réseaux qui sont similaires, eh bien, vous pourrez faire l'objet d'une surveillance. Ensuite, il y a une levée d'anonymat. C'est sur cette levée d'anonymat qu'on doit travailler parce qu'il y a un débat juridique qui est posé aujourd'hui en disant, est-ce que l'URL, c'est une donnée personnelle ou est-ce que c'est une donnée collective ? Et ça, c'est ce qu'on va trancher dans la loi et ce qu'on va essayer d'encadrer. Et cette levée d'anonymat, elle intervient après, c'est ce qu'a déclaré le ministre, 4 ou 5 sollicitations, avec des sollicitations de services administratifs, de services judiciaires, et ensuite avec un avis d'une commission, qui est la commission créée en 2015, lorsqu'on s'est penché sur les premières lois antiterroristes qui l'ont permis, pour pouvoir identifier les personnes. Je pense que c'est un outil complémentaire, qui doit être encadré et qui doit être précisé par les parlementaires, et qui est tout à fait judicieux. Et que par ailleurs, il n'est pas exclusif, parce que j'entendais un de vos invités dire qu'il fallait lutter dans les quartiers contre le communautarisme. Ça, c'est aussi fait, c'est l'objet de la loi séparatisme que nous allons examiner très bientôt en nouvelle lecture, et qui sera, j'espère, adoptée au cours de l'été. Derrière cette méfiance sociétale des Français de droite, de gauche, du nord, du sud, de l'est et de l'ouest, derrière cette méfiance, il y a l'idée qu'on touche à une liberté. C'est-à-dire que, attention, on va pouvoir savoir quand est-ce que j'ai consulté un site pornographique. On va pouvoir savoir que mes passions, c'est ça. On va pouvoir savoir, on peut pouvoir avoir des données confidentielles intimes sur mon état de santé, sur le fait que j'ai une maîtresse. Enfin, il y a cette peur, quoi. On touche à la citadelle de l'intime. Non, alors... Pour le coup, on n'est pas dans ce registre-là, sur ce sujet. Il faut redire qu'il y a vraiment des règles qui sont très précises, qu'elles font l'objet d'un encadrement, autant par ce qui a été dit dans un arrêt du Conseil d'État très récemment, pour dire ce qui était autorisé dans le cadre de la poursuite d'un objectif d'intérêt général. Cet objectif d'intérêt général, c'est la sauvegarde de la sécurité publique et donc la lutte contre le terrorisme. C'est également un contrôle constitutionnel très approfondi, et de toute façon le texte que nous voterons, il ne manquera pas d'être contrôlé ensuite par le Conseil constitutionnel. Et pour le coup, on a, pour ce qui concerne les URL, donc pour ce qui concerne l'adresse que vous inscrivez dans votre ordinateur, le site que vous allez consulter, on va bien préciser qu'on recherche le terrorisme, ou en tout cas la consultation de sites à caractère islamiste, terroriste, bref, pas la vie courante de monsieur ou madame tout le monde, ça c'est absolument certain. Et en plus de ça, à partir du moment où vous avez l'URL, vous n'avez pas la levée d'anonymat. Il faut qu'il y ait tout le parcours que j'ai décrit ensuite sur la consultation des différentes autorités pour qu'il y ait la levée d'anonymat. J'ai entendu des gens qui parlaient d'écoute téléphonique. Là, il n'en est pas question du tout dans cette loi. Les écoutes téléphoniques, elles sont déjà encadrées légalement, donc normalement, elles nécessitent une autorisation d'un juge. Là, pour ce que je comprends du projet de loi, ce n'est pas l'autorisation d'un juge, mais d'une commission administrative, ce qui n'est pas exactement la même chose. Un juge, c'est l'autorité judiciaire, une autorité administrative, c'est le pouvoir exécutif qui dépend, entre guillemets, entre autres du ministère de l'Intérieur. Moi, la seule question que je pose, et vraiment, je pense qu'il faut l'entendre, c'est... Déjouer 35 attentats comme cela aurait été fait, puisque c'est annoncé par Laurent Nunez du ministère de l'Intérieur depuis 2017, justifie-t-il que l'on mette tous les Français, c'est-à-dire 66 millions de Français, potentiellement dans le cadre d'une surveillance généralisée électronique? Il y a vraiment un problème de proportionnalité, entre efficacité et proportionnalité. Et par ailleurs, comme vous le soulignez, Paul, en effet, la problématique des moyens, quand on connaît que le nombre de fonctionnaires qui sont dédiés à la lutte à la cybercriminalité, on rêve, quoi. C'est pathétique, c'est rien. Oui. Sacha Houlié, ça va
la question des moyens justement humains, qui sont octroyés justement aux renseignements et aux agents de renseignement qui traquent le cyberterrorisme et le terrorisme en général. Et ils vont être augmentés. Ça fait partie des préoccupations aujourd'hui du ministère de l'Intérieur. Ils ont déjà considérablement augmenté. Pour ce qui concerne le renseignement territorial et le renseignement auprès de la DGSI, donc Direction Générale de la Sécurité Intérieure, celle qui traque le terrorisme sur notre territoire, c'est 1900 agents supplémentaires qui ont été recrutés depuis 2017. Donc là, c'est considérable. Par ailleurs, on avait déjà mesuré les difficultés dans la lutte contre la cybercriminalité au moment de l'assassinat de Samuel Paty. Et donc, c'est la raison pour laquelle il y a des recrutements très importants qui ont été lancés sur la plateforme Pharos, qui permet d'identifier justement tous les contenus haineux et tous les comportements qui sont aujourd'hui des atteintes à la discrimination ou à la violence ou à la haine et qui sont commis sur Internet ou en ligne. Et ça, c'est des recrutements qui sont déjà lancés depuis le mois d'octobre dernier. Ouais, Paul Melun. Oui, moi je voudrais pointer une seconde responsabilité qui n'est pas évoquée, si je ne m'abuse, par le projet de loi, qui est celle aussi des prestataires privés eux-mêmes. C'est-à-dire que les GAFA américaines qui coupent le compte, par exemple, de M. Trump sur Twitter, précisément comme ça, sur un coup de tête, sont en général beaucoup plus longs à traquer les malfaiteurs et les cybercriminels. Et là, en l'occurrence, il y a un vrai sujet. Et je pense qu'on pourrait essayer de mettre en place une concertation avec les GAFA, des amendes dans le cas où ils ne respecteraient pas ce qu'on leur dirait de faire, et puis qu'ils soient vraiment aux prises avec les foyers de cybercriminalité sur leur réseau, parce que c'est eux qui ont la main là-dessus. Et ils ont des sources énormes. Donc là, il faut y aller. Attendez. Oui, mais attendez. Moi, je ne peux pas laisser dire des trucs comme ça. Ce que vous avez dit, Paul, ça fait des mois et des années même que tout le monde le dit. Oui. Si on avait des GAFA européennes, ça ne serait pas comme ça. C'est comme si vous me disiez, je trouve absurde qu'il y ait des guerres dans le monde. Il faudrait que tout le monde s'entende pour arrêter de faire la guerre. C'est pas de l'angélisme, Éric Brunet. C'est pas de l'angélisme. Comme disait Louis-Ferdinand Céline, la France, c'est les Deux-Sèvres. Pourquoi voudriez-vous... J'en sais quelque chose. Vous êtes des Deux-Sèvres? J'ai une maison là-bas. Pourquoi voudriez-vous que les GAFA soudainement se disent, ah, dis donc, il y a un type à Paris, il s'appelle Macron, il nous met à l'amende. Oh là là, vous avez raison, Éric Brunet. Il faut pas de fausse candeur là-dessus. Je pense que si on avait des GAFA européennes ou françaises, soyons fous, rêvons, qui étaient en mesure de contrôler ce genre de choses, on n'en serait pas là. Or, l'abandon, moi qui suis souverainiste, l'abandon de souveraineté de l'Europe sur les sujets numériques, le fait que nous n'ayons pas de géants du numérique, nous prive les dirigeants européens et singulièrement les dirigeants français d'agir à la racine du mal. Et c'est vrai pour tout un tas de choses, y compris pour la pédocriminalité. Vous voulez quoi? Vous voulez dire qu'on va faire comme si les GAFA qui existent aujourd'hui, elles n'existaient pas et qu'il faudrait qu'il y ait des GAFA... J'ai pas dit ça. Bah si, j'ai pas dit ça. J'ai dit non, madame. J'ai dit qu'une politique économique et industrielle ambitieuse en Europe, elle aiderait la création de GAFA. Ça ne va pas changer l'existence des GAFA qui ont 20 ans d'avance. Pardon. C'est terminé, les amis. Ça ne va pas changer l'existence des GAFA qui ont 20 ans d'avance sur nous. Mais j'ai pas dit ça. Mais les Chinois, par exemple, ils n'ont pas pensé comme vous. Les Chinois, ils ont créé des concurrents internationaux extrêmement violents vis-à-vis des GAFA et ils ont réussi à reprendre le leadership dans leur pays. Mais vous voulez faire un Facebook russe, il y a un Facebook chinois. Vous voulez faire de la Chine un exemple? Je n'ai pas dit ça. Non, économiquement et industriellement, on ferait bien de s'en inspirer. Mais du point de vue des libertés, ça va être très compliqué. Oui, mais le problème, c'est qu'en Chine... En Chine, les Chinois n'ont pas accès aux informations diffusées par les GAFA telles que nous les nommons. Bien sûr, vous avez raison. Voilà, donc, on va pas commencer à faire du protectionnisme contre les GAFA. C'est quand même fou que Google, Facebook, Amazon aient des informations sur vous, Paul Melun, sur vous, Caroline Mécari, très précises sur vos modes de consommation. Bien sûr. Voilà, et que ces informations, cette façon d'aller à la pêche aux informations... Vous dites oui, ok. C'est une mise en garde. Vous d'accord, mais vous dites vous la refusez aux agents de renseignement du ministre de l'Intérieur. Vous dites d'accord, vous pouvez Amazon accumuler des renseignements sur moi, intimes, privés, ok, j'accepte, mais je dénie le droit au ministère de l'Intérieur de le faire. Dans l'absolu, Éric Brunet, dans l'absolu, je refuserais les deux, si c'était que de moi. D'abord, la RGPD aujourd'hui vous permet de refuser un certain profilage, c'est déjà la première chose, et donc on n'a pas accepté, et deuxièmement, c'est pas le même niveau. Mais je répète, la question, c'est bien la question de l'efficacité et de la proportionnalité entre une mesure mise en place sur 66 millions de Français, ou 68, effectivement, je suis pas sûr, je suis d'accord avec vous, mais je suis pas sûr qu'on gagne vraiment en efficacité. Moi, je suis assez sceptique sur l'efficacité de la mesure, Éric. Je dis bienvenue, Monsieur Darmanin. Toutes les informations concernant ma vie numérique sont à disposition. Il faudrait que nous fassions tous cela. Il ne s'agit pas, bien évidemment, de tout déballer, mais que l'État puisse vérifier
chez tous les citoyens quand il y a des connexions. On est déjà tellement surveillé, Eric Brunet, avec notre carte de crédit. Attendez, est-ce que ça vous handicape au quotidien? Est-ce que ça vous handicape au quotidien que Amazon sache que vous aimez bien les chaussures Adidas? Est-ce que vraiment pour vous c'est un problème? Mais là, vous prenez quelque chose qui est infinitésimal, il y a des choses bien plus graves. On peut absolument tout savoir de votre orientation sexuelle, etc. Imaginez un seul instant qu'on arrive dans une société, j'ai peut-être lu trop Orwell et Aldous Huxley, mais imaginez qu'on arrive dans une société vraiment fascisante, avec à la tête des gens vraiment fascisants. Ils sauraient quelle est mon orientation sexuelle, avec qui je dors la nuit. Contre-fou que vous soyez homosexuel, mais parce qu'Amazon est pour le moment détenu par Jeff Bezos, et que Amazon s'en fout. Les données d'Amazon peuvent tomber entre des mains extrêmement malveillantes. C'est pas le niveau du débat, excusez-moi. Bon, Sacha Ollier. Sacha, vous êtes toujours là, monsieur le député? Sacha Ollier. Bon, voilà, il y a eu dans l'argumentaire, l'ombre des GAFA est là, derrière. Hein. Mais précisément, peut-être une chose pour dire que ce que vous avez évoqué existe déjà, ou en tout cas est déjà prévu par un texte de loi. Je précise. Il y a un texte de loi qui prévoit, et c'est la loi séparatisme, à ses articles 18 et 19, que lorsqu'on a des contenus qui sont haineux en ligne, lorsqu'il y a des choses qui doivent être retirées, il y a une procédure d'urgence qui est faite pour ça, et il y a une procédure qui permet de retirer automatiquement les contenus lorsqu'ils réapparaissent, et qui prévoit aussi des amendes pour les GAFA lorsqu'ils les laissent publier par des personnes. Donc c'est quelque chose que nous étudions en ce moment même au Parlement, et qui devrait voir le jour ici, d'ici à l'été, dans la loi. Donc nous n'avons pas attendu ce sujet pour le traiter, et nous anticipons même une directive européenne, puisque c'est la directive européenne sur les services numériques qui est en cours d'élaboration, que nous transposons par anticipation dans le droit français. Est-il vrai que le gouvernement Valls, en 2015, avait imaginé de placer des boîtes noires chez les opérateurs téléphoniques, Bouygues, SFR, Orange, Free, etc., et qu'il y a déjà des boîtes noires qui sont là pour capter des informations numériques qui viennent de nous, des citoyens? Alors, pas comme ça, mais si vous voulez, le mécanisme de l'algorithme tel qu'il a été conçu aujourd'hui pour collecter des données informatiques et qui permet de collecter certaines données informatiques, il a été prévu en 2015. Donc, c'est bien les lois de 2015 du gouvernement Valls qui sont utilisées aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est dans la boîte à outils qu'on va créer. Il y avait certaines données qui étaient accessibles, certaines qui ne l'étaient pas. Et là, c'est bien une nouvelle donnée qui deviendrait accessible à la faveur du texte que nous voterions sur l'état d'urgence sanitaire. Et cette nouvelle donnée, c'est l'adresse que vous allez rentrer dans votre barre des tâches au niveau de votre ordinateur. Donc si vous tapez vidéo, Daesh, mutilation, égorgement ou ce genre de choses, et bien effectivement, vous allez rentrer dans le spectre de ce qui pourrait être surveillé par les services intérieurs de renseignement français. Merci Sacha Ollier d'avoir passé ces quelques minutes avec nous. Merci beaucoup.